Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, crise en Italie où le président refuse de nommer un ministre eurosceptique, le chef du gouvernement renonce, les populistes fulminent et les marchés s'inquiètent. Pour son incroyable sauvetage d'un enfant de 4 ans suspendu dans le vide, Mamoudou Gassama, malien sans papier de 22 ans, sera reçu ce matin par Emmanuel Macron à l'Elysée. La grève reprend ce matin à la SNCF. 3 régions déjà s'apprêtent à confier leur TER au privé, nous dira Daniel Fortin. Dans ce journal, l'homme à la voix d'or, Pierre Bellemare, vous verrez comment ces histoires extraordinaires ont conduit Jean-Luc Lagardère à se tourner vers l'édition et le groupe Hachette. Whirlpool, qui comme prévu arrête de fabriquer les sèche-linges à Amiens, 180 salariés repris, 100 licenciés. Kaboul, Afghanistan, capitale mondiale des attentats, c'est l'enquête de 8h avec Mélanie Nunes. Et le football, France-Irlande en match de préparation du mondial ce soir. 8h20, notre invité Boris Vallaud, député des Landes, porte-parole du PS. Pourquoi les socialistes n'étaient-ils pas dans la marée humaine, la marée populaire de Mélenchon? Et y a-t-il un verrou européen qui empêche les Italiens d'avoir le gouvernement qu'ils ont choisi? Il n'y aura donc pas de gouvernement populiste en Italie, pas maintenant en tout cas. L'alliance issue des élections du 4 mars entre la Ligue d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles vient de se heurter au refus du président de la République italienne. Refus non pas du programme négocié entre les deux partis, non pas du gouvernement dans son ensemble, mais de l'homme pressenti pour devenir ministre de l'économie, Paolo Savona, un économiste de 82 ans, très eurocritique, qui a même comparé l'Allemagne de Merkel à celle de Hitler. Inacceptable et dangereux, a expliqué hier soir le président Mattarella. La désignation du ministre de l'économie constitue toujours un message immédiat, soit de confiance, soit d'alarme pour les opérateurs économiques et financiers. J'ai demandé pour ce ministère la nomination d'une personne qui ne pousse pas l'Italie inévitablement en dehors de l'euro. Sergio Mattarella, le président italien, dont la décision a donc contraint le chef du gouvernement désigné Giuseppe Conte à renoncer. Olivier Cougar, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Rome. L'Italie, qui en a pourtant vu d'autres, est maintenant plongée dans une crise sans précédent. Ah oui, Patrick, ce matin, l'Italie est coupée en deux. Il y a les pros et les anti-Sergio Mattarella. D'un côté, les Italiens qui soulignent le courage du président de la République italienne qui a mis son veto. Et puis, il y a ceux qui estiment que Sergio Mattarella est allé trop loin, qu'il a dépassé ses prérogatives en empêchant le mouvement 5 étoiles et la Ligue d'accéder au pouvoir et en s'apprêtant à nommer dans les prochaines heures Carlo Cottarelli, un économiste ancien du Fonds monétaire international à la tête d'un gouvernement politiquement neutre. Cette fracture, on la retrouve également dans la presse ce matin. La Repubblica, quotidien de centre-gauche pro-européen, salue la décision du président de la République qui n'a pas cédé aux menaces et qui s'est opposé à l'arrogance de Luigi Di Maio et Matteo Salvini. Le Fatto Quotidiano, un journal proche du mouvement 5 étoiles, titre ironiquement « Le roi Mattarella fait tout sauter », un sentiment de colère et de frustration. Le mouvement 5 étoiles menace d'ailleurs de lancer une procédure de destitution à l'encontre de Sergio Mattarella. Olivier Cougar, en Italie, pour Europe 1. Il est 8h03. Un jeune malien sans papier de 22 ans, Mamoudou Gassama, sera donc reçu par Emmanuel Macron un peu avant 10h ce matin à l'Elysée. C'est lui qui a sauvé un petit garçon de 4 ans suspendu dans le vide en escaladant la façade d'un immeuble parisien. Vidéo visionnée des millions de fois sur Internet. Ce fut l'un des temps forts de l'entre-deux-tours présidentiel. Marine Le Pen et Emmanuel Macron à la suite face aux salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens menacés de fermeture. 1 an après, c'est fait. La fabrication de sèche-linge va s'arrêter dans 3 jours, délocalisée en Pologne comme prévu. Mais l'usine ne ferme pas. Un repreneur local va relancer l'activité dès la semaine prochaine. Sur place pour Europe 1, Jean-Jacques Herry. À l'heure du changement d'équipe, presque tous les employés qui sortent de l'usine refusent poliment de dire un mot, puis ils s'engouffrent rapidement dans leur voiture. Seuls les représentants syndicaux acceptent de parler. Patrice Sinoquet de la CFDT préfère retenir le positif et l'arrivée d'un repreneur. Arriver à sauver 180 personnes sur 280 avec 40 départs en retraite et pré-retraite, on laisse pas grand monde sur la paille. Ils vont arrêter le boulot jeudi 31 mai pour reprendre le boulot le 1er juin. Ces gens-là vont rentrer sur le même site, prendre le même vestiaire et les mêmes locaux. Ça reste pas mal quand même. Mais pour ceux qui restent sur le carreau, comme Antonio, soudeur et délégué CGT, c'est dur. Après 25 années d'usine, il attend sa lettre de licenciement, presque résigné. On voit nos lignes en train de se faire démantibulé, tout est en train de partir pour la Pologne. Emmanuel Macron, quand il a été sur le parking, il m'a dit « Vous inquiétez pas, il suffit de faire des formations et puis on va vous trouver du travail ». J'attends qu'Emmanuel Macron tienne sa parole et puis qu'il me trouve du travail avec les formations que j'ai. Antonio va intégrer la cellule de reclassement. Elle sera active pendant 2 ans pour les anciens employés. Mais à 48 ans, l'espoir de retrouver un travail est mince, lâche-t-il.
On sait très bien que le bassin d'emploi à Amiens est plus que sinistré. Amiens, Jean-Jacques Herry, Europe 1. 12e séquence de grève à la SNCF, comptez 2 TGV sur 3, 1 TER sur 2. Des TER qui pourraient ne pas rester dans le giron de la SNCF. La concurrence se prépare dans plusieurs régions qui veulent lancer des appels d'offres, Daniel Fortin. Oui, il s'agit de la région PACA, des Hauts-de-France et du Grand Est. Elles ont prévu, ces régions, de choisir un autre opérateur que la SNCF sur un certain nombre de lignes TER avant décembre 2019, comme la loi ferroviaire actuellement en discussion au Sénat le permettra. La mise en service, elle, sera pour 2023 et toutes donnent les mêmes raisons. Trop de retard, trop de surcoûts, un service dégradé pour un réseau régional dont elles ont la responsabilité depuis 2002 et qui leur coûte quand même près de 3 milliards d'euros par an. Et qui seront les heureux élus pour ces nouvelles lignes? Alors plusieurs sociétés sont sur les rangs. Il y a notamment le français Transdev, Arriva, une filiale de la Deutsche Bahn, Tello qui appartient au chemin de fer italien. D'autres encore, la difficulté pour eux sera de répondre aux appels d'offres en sachant exactement où ils mettent les pieds. Car pour l'instant, les régions disent avoir le plus grand mal à obtenir de la SNCF un décompte précis du personnel affecté à ces lignes ainsi que des coûts de maintenance. Daniel Fortin des Échos, merci. Et dernier service aujourd'hui sur la ligne Abbeville-Tréport. Des autocars vont remplacer les trains pour une durée indéterminée. Les régions Normandie et Hauts-de-France n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec l'État pour le financement des travaux de rénovation nécessaires. Côté région Île-de-France, Valérie Pécresse prépare un plan alternatif pour les banlieues. Elle l'a dit au grand rendez-vous d'Europe 1 hier, déçue et frustrée de l'enterrement du plan Borloo et ulcérée par la phrase d'Emmanuel Macron sur les mâles blancs. Je suis une femelle blanche et je revendique d'avoir installé le conseil régional en banlieue, de m'être installé en banlieue et d'avoir quelque chose à dire sur l'avenir de ces banlieues, de ces quartiers populaires. Racialiser le propos politique, pour moi, c'est plus qu'une erreur, c'est dangereux. Et mettre en cause des personnes, des maires, des présidents de région, des ministres, des sachants, en raison de leur race, en raison de leur sexe. Ça n'est pas ma vision de la société et c'est une régression républicaine. Valérie Pécresse au grand rendez-vous et réponse du député macroniste Aurélien Taché. Je ne vois pas pourquoi, au moment où on parlerait de discrimination liée au fait d'être blanc ou noir, par exemple, on devrait avoir plus de pudeur que quand il s'agit d'autres difficultés. Que ça plaise à Mme Pécresse ou non, il y a encore des discriminations fortes dans ce pays, comme vous n'êtes pas blanc, pour le dire clairement. Si Mme Pécresse veut nier cela, ça la regarde, mais il n'y a aucune racialisation du discours en faisant ce genre de déclaration. Il y a simplement le constat d'une vérité qui n'échappe à personne, sauf peut-être à Mme Pécresse. Propos recueillis par Martin Lange. Dans un instant, Kaboul, le football et Pierre Bellemare avec une anecdote, une histoire étonnante, une de plus. Europe 1. 8h09, la suite du journal. Patrick Cohen. L'Afghanistan, pays à risque, devenu le pays des attentats. C'est là, en Afghanistan, que l'État islamique, fragilisé en Syrie et en Irak, s'est replié. 800 civils tués entre janvier et mars, selon l'ONU, 2 fois plus qu'en 2017 sur la même période. C'est l'enquête de 8h. Bonjour Mélanie Nunes. Bonjour. C'est d'abord et surtout Kaboul, la capitale qui est la cible de l'État islamique. Effectivement, l'impact est immédiat. Kaboul, c'est la capitale. On y croise des occidentaux, ONG, militaires, mais aussi le pouvoir économique afghan. Et c'est vrai que la ville porte les stigmates de cette guerre. Des habitants démunis qui mendient au pied de leurs immeubles effondrés. Même les ambassades de France, d'Allemagne sont endommagées. 7 ans que Sophie fait Paris-Kaboul régulièrement pour la chaîne de l'Espoir. En 2011, elle pouvait se promener, faire ses courses ou boire un café en terrasse. Aujourd'hui, elle se déplace en voiture blindée et ne peut plus marcher dans la rue. On traverse une ville avec de nombreux checkpoints. On peut apercevoir un certain nombre de forces de sécurité afghanes. L'hôtel Intercontinental qui est connu pour avoir aussi subi de nombreuses attaques ces dernières années. Des hôtels, des hôpitaux, des mosquées et même la semaine dernière, un attentat en plein match de cricket. 8 personnes, dont des enfants tués sur le coup et des assaillants à peine majeurs. Sabera est l'une de leurs victimes, 72 ans, 1 mois qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Ils sont si jeunes, 16, 14 ans. Ils sont partout autour de nous. On ne peut pas les reconnaître, mais sans soutien, ils ne pourraient rien faire ici. Et le constat chiffré de l'ONU est effrayant. 800 civils tués en l'espace de 3 mois et pas moins de 400 enlèvements par mois, selon les autorités, car cela rapporte beaucoup d'argent. Quel est le mode opératoire des recrues de l'EI ? Des combattants invisibles qui s'immiscent dans la population. Certains se déguisent en policiers, ambulanciers, en journalistes pour passer discrètement les checkpoints avant de se faire exploser. La plupart du temps, les attentats se font en 2 temps. Une première explosion, puis cynisme absolu, une deuxième un peu plus tard quand les secours arrivent sur les lieux pour faire un maximum de victimes. Comme souvent, Daesh prospère sur le
marasme économique de l'Afghanistan. Beaucoup de recrues s'enrôlent pour l'argent, explique Mati, qui a réchappé à 3 attentats. Puis ça arrivait jusqu'à 8 attentats dans le même jour, dans le même quartier. En fait, le moindre tarif qu'il paye pour quelqu'un qui est nouvellement recruté, c'est $350. Alors qu'ici, à Kaboul, il y a des jeunes qui sont prêts à travailler pour 3000 Afghans, moins de $50 par mois. Donc si on arrive à leur donner un emploi stable, qui va faire du mal à son pays ? Du travail, seule solution pour que la jeunesse ne se retourne pas contre son pays. Un Afghan sur 3 est sans travail. Les civils peuvent-ils fuir cette terreur imposée par Daesh ? Eh bien, les routes de l'exil sont de plus en plus risquées. Daesh contrôle les accès routiers, pose des mines, kidnappe ceux qui s'y aventurent, raconte Asma Tolo, père de 9 enfants qui habitent dans la région du Panjshir, à l'est du pays. La sécurité n'est plus garantie. J'aimerais fuir d'ici, mais le trajet pour partir est dangereux. On peut aussi se faire attaquer, mais on est prêt à prendre les risques. Alors tout le paradoxe, c'est que l'Afghanistan est considéré aujourd'hui comme un pays sûr par des États européens comme l'Allemagne ou la Suède. En 2016, selon Amnesty, près de 10 000 Afghans ont été renvoyés à Kaboul depuis l'Europe, dont plus de 600 au départ de la France. Enquête de 8h de Mélanie Nunes. Merci Mélanie. Europe 1, 8h13. Une voix, des jeux, des histoires. La voix d'abord. Voix de stentor, a-t-on dit, voix d'airain. Diction impeccable, le phrasé rythmé avec ses silences qui captent l'attention. Pierre Bellemare avait ce don qui en faisait un homme de radio exceptionnel. Et d'abord dans les jeux qu'il a animés pendant près de 20 ans lors des fins de matinée d'Europe 1, Déjeuner chaud, le Cisco, 20 millions cash, des jeux avec le public comme ces enchères sur le thème de l'hôtesse de l'air. Monsieur, vous commencez. Les premières hôtesses de l'air n'avaient pas le droit de se marier, maintenant elles en ont le droit. Oui, monsieur. C'est exact 10 francs. Monsieur. Les hôtesses de l'air sont en général du sexe féminin. Ah, j'adore. Ah, j'entendais ça. Le rire de Pierre Bellemare lors d'un déjeuner chaud de 1970. Et puis il fut dans le même temps un homme à histoire. Et ces histoires extraordinaires se sont aussi vendues à des millions d'exemplaires. Elles ont été à l'origine des éditions numéro 1 et de l'intérêt de Jean-Luc Lagardère pour le secteur du livre. Mais au départ, personne n'y croyait, ça n'avait pas bien commencé. On est allé voir les éditeurs et on faisait un bid partout. Car les gens disaient, mais non, c'est pas une énorme écoute, les histoires de Pierre Bellemare. Ça peut pas intéresser les gens. C'est fini, c'est usé, c'est mort. Bref, on n'arrivait pas. Friedman est allé voir Fayard, le patron était un de ses amis, il lui a dit, j'y crois. Il faut tirer comme un best-seller, 50 000 exemplaires tout de suite en librairie, et on a vendu 250 000. À ce moment-là, évidemment, tout le monde, sans exception, a voulu nous avoir. Jean-Luc Lagardère s'est dit très justement, quand même, c'est un peu idiot, et il faudrait peut-être créer une société d'édition. Il a approché Hachette, qu'il ne connaissait pas à l'époque, monsieur Marchandise, patron d'Hachette, et c'est donc à la suite de cette idée de créer édition numéro 1 que finalement le groupe s'est orienté très différemment et est devenu le groupe qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et que le groupe Lagardère a finalement racheté Hachette. Pierre Bellemare au micro de Frédéric Tadei en 2007 et sur décision d'Arnaud Lagardère et de la famille de Pierre, Europe 1 a décidé de baptiser son grand studio en public du nom de Pierre Bellemare. On aura donc un studio Pierre Bellemare ici, enfin ici, pas tout à fait ici, mais dans les futurs locaux. Dans les futurs locaux d'Europe 1, évidemment, sur les bords de Seine. Le football, France-Irlande ce soir, premier match de préparation des Bleus pour la Coupe du Monde. Un bon test pour Didier Deschamps. La France a souvent eu du fil à retordre avec cet adversaire. Ce sera aussi l'occasion d'offrir du temps de jeu aux Bleus, moins en vue cette saison. Cyril de la Morinerie. Après 5 jours à Clairefontaine, à enchaîner sorties VTT, séances de musculation et entraînement, le tout dans la bonne humeur. Les Bleus ont maintenant besoin de se tester avant la Coupe du Monde. Rien de mieux qu'un premier match amical pour s'étalonner, confirme le milieu Blaise Matuidi. Le plus important, c'est le match et se sentir vraiment prêt parce que ça arrive vite. Et on veut bien sûr faire de très bonnes choses pour justement aborder du mieux possible cette Coupe du Monde. Et le premier adversaire pour se jauger, c'est donc l'Irlande, une équipe que la France a souvent eu du mal à battre. C'est d'ailleurs pour cette raison que Didier Deschamps a choisi cette formation. Je ne prends pas un adversaire pour lui dire viens, on va s'amuser avec toi. Cette équipe irlandaise, on l'a rencontrée à l'Euro, on a vu, elle nous a donné du fil à retordre. J'ai choisi cette équipe d'Irlande aussi, c'est justement pour avoir du répondant en face de nous et il y en aura. Il y aura du répondant, tant mieux car l'objectif sera de se rassurer après la défaite du mois de mars dernier contre la Colombie. Mais Didier Deschamps n'alignera pas pour autant son équipe de titulaires dès ce soir. Steve Mandanda sera par exemple dans les buts à la place d'Hugo Lloris. Car l'objectif est aussi d'impliquer tout le monde pour donner un élan à cette équipe. Voilà, Cyril de la Morinerie. Dans un instant, notre invité Boris Vallaud, porte-parole du Parti Socialiste, député des Landes.